RMC After Marseille. Karine Galli. Salut à tous, l'OM qui rate le coche. L'OM, vous le savez, pouvait reprendre la place de leader de Ligue 1 à l'issue de la 10e journée de championnat. Mais l'OM a dû se contenter du point de match nul, 2 buts partout face à Angers, club qui joue le maintien. On va en parler de ce match qui est évidemment marquant. C'est le premier match nul d'ailleurs de la saison pour les hommes de Roberto De Zerbi. On en parle avec Rémi Dumont. Comment ça va, Rémi ? Salut Karine, ça va et toi ? Tu vas mieux que Marseille ? Ouais, en même temps là c'est pas trop compliqué vu le match d'hier soir, mais oui ça va. Il est là, il était au stade, il a entendu une bronca à la mi-temps, une bronca en fin de match. C'est Tristan Rappo, reporter à La Provence. Salut Tristan. Salut Karine, salut Rémi et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur ce score final donc de 2 buts partout. L'OM qui enchaîne un 3e match sans victoire, toute compétition confondue. Il y a un seul éclair dans cette soirée ô combien pluvieuse parce qu'il faisait un temps absolument pourri hier au Vélodrome, c'est évidemment Vaz. Les titres de La Provence, c'était aujourd'hui la douche froide, évidemment, parce qu'il y a le scénario du match avec l'égalisation en toute fin de rencontre et, on l'a dit, ce temps pourri. Et puis, dans les pages intérieures de La Provence, on pouvait lire également encore une mauvaise opération pour l'OM. Tristan, tu étais au stade, raconte-nous un petit peu cette soirée, parce qu'on rappelle quand même que tout était parfait pour les Marseillais sur le papier. Il y avait eu le match nul du PSG, il y avait eu la défaite notamment de Lens, et puis il y avait une équipe qui joue le maintien qui se présentait au Vélodrome, c'est Angers. Donc sur le papier, ça devait être une victoire, et puis au final, il y a ce scénario, Marseille qui est mené, Marseille qui renverse la situation, et puis finalement Marseille qui concède le nul. Ah, c'est clair que c'est une soirée qui fait mal à la tête parce que bon, comme tu le dis, il y avait tout qui était réuni pour faire une belle opération au classement. Il y avait quand même en milieu de semaine 64 000, un peu plus de 64 000 supporters au Vélodrome. Tout le monde y croyait, sachant que bon, le Angers n'est pas une équipe réputée pour défendre très bas, donc bon, l'OM est encore plus à l'aise face à ces petits groupes là qui viennent les chercher dans son camp. Et finalement, ça a été la douche froide, là, comme tu l'as dit, et hormis un peu Robinho Vaz, rien n'est allé, et c'est un point qui a le goût d'une défaite, hein, c'est clairement. La douche froide, c'est vous qui le dites, La Provence, parce que c'est la une du quotidien régional. Rémi, 3e match sans victoire. Il y avait eu 2 défaites en Ligue des Champions, en Ligue 1 sur la pelouse de Lens. Et donc, il y a ce match nul face à Angers. C'est pas la première fois sous De Zerbi. Non, c'est pas la première fois. C'est ce qu'on s'est amusé à regarder. Et c'était notamment le cas il y a en 2025 déjà, mais c'était au mois de mars avec une première défaite à Lens, à domicile d'ailleurs, 1-0. C'était le 8 mars. Ensuite, il y avait eu la défaite contre le PSG à l'extérieur, donc 3-1, puis la défaite encore une fois à l'extérieur 3-1 face à Reims qui avait noté un vrai coup d'arrêt, et puis il y avait aussi cette série de matchs non gagnés en janvier 2025 face à Lille en Coupe de France, match nul et élimination 4 tirs au but à 5, ce match nul contre Strasbourg, 1 but partout à domicile, et puis la défaite à l'extérieur à Nice. On voit, moi je trouve, j'ai l'impression quand on voit le match d'hier qu'on rentre un peu évidemment dans cette phase-là où on a l'impression que Marseille a une volonté de gagner, mais sur le terrain n'y arrive pas, et on a l'impression qu'ils peuvent jouer des heures sans arriver à gagner. Alors après, hier le contexte est un peu différent parce qu'il y a plusieurs faits de jeu, notamment je trouve qui permettent d'expliquer un peu ce match nul, mais c'est vraiment, je trouve, un comportement de l'OM qu'on peut voir généralement dès la première période d'un match, où on sent que c'est pas l'OM des grands soirs, et on sent qu'il peut y avoir une contre-performance. Alors justement, j'ai fait ma petite revue de presse, j'ai lu notamment les articles de Flo Germain sur RMC Sport, on parle d'un Marseille beaucoup trop irrégulier, j'ai lu également La Provence, et Tristan, j'ai lu notamment cette phrase: la pire première période de l'ère De Zerbi, à égalité avec la réception du PSG l'an passé, où Marseille avait perdu 0-3. C'est vrai que ce qu'on a vu hier, c'est vraiment une mi-temps ratée. On rappelle qu'à la pause, il y a une petite bronca, il y a Marseille qui est mené parce que Chérif Langevin a ouvert le score à la 25e. Ah oui, il y a la bronca de la mi-temps, et même à partir de la demi-heure, sur plusieurs phases de possession un peu stériles au milieu de terrain, le stade a commencé un peu à montrer son agacement avec des petits sifflets ou des cris de dépit. Ce match-là, je trouve qu'il est peut-être plus inquiétant que les 2 défaites précédentes à Lens et à Lisbonne, du fait que en fait le contenu est complètement absent, quoi. À Lisbonne et contre Lens, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi sont retranchés derrière cette première mi-temps ou ces 20 minutes c'est vrai, de très bonne facture avant que l'OM ne sombre. Là, hier, il y a rien eu. Il y a eu des éclaircies individuelles avec Vaz, mais sinon, en première mi-temps, Angers
domine l'OM, a le ballon, le fait tourner en bourrique. Vraiment, à la mi-temps, on était tous en train de se regarder en tribune de presse, à se dire, en fait, l'OM, c'est le petit poussé ce soir. Rémi, quelle lecture tu as effectivement de cette rencontre? On va en parler après. À la pause, il y a 3 changements. C'est la première fois sous Roberto De Zerbi qui fait 3 changements à la pause. Donc il y a 3 joueurs qui sont effectivement passés à côté de cette première mi-temps. Murillo, Vermaelen et Gomez qui sortent. Et puis finalement, c'est Pavard, O'Reilly et Vaz qui rentreront à la pause. Et on va parler évidemment de l'éclair du jeune de 18 ans qui marquera ce premier doublé avec l'OM. Mais sur cette première mi-temps, Marseille est vraiment passé à côté. Ouais, et puis moi j'ai l'impression, si tu veux, que si. En fait, je me disais en voyant le match, s'il y a un deuxième sans jamais rien lâcher, saison 2, tu sais, le document qu'avait fait l'OM, et j'ai très peur que De Zerbi à la mi-temps dise pardon, c'est de ma faute, parce que c'est un peu ce qu'il a dit aussi. Voilà, il peut se tromper dans les choix, lui aussi fait des erreurs comme les joueurs, et c'est pour ça qu'il a changé 3 joueurs en première période. Je me suis amusé à regarder depuis le début de saison. C'est vrai qu'il y a quand même un problème avec les premières périodes. Contre Rennes, il y a 0-0, on termine par une défaite pour Marseille. Contre Strasbourg mène 1-0 à la mi-temps. Il y aura ensuite une victoire de Marseille de buts 1. Contre Metz, c'est 0-0, mais ça se termine à 3-0 pour Marseille. Contre Le Havre, il y a un but partout. Évidemment, ça terminera à 6-2 pour Marseille. Et donc contre Angers, il y a 1-0 pour Angers à la mi-temps et ça se termine à 2-2. J'ai l'impression que la première mi-temps et l'entame des matchs, on peut tout de suite savoir si l'OM est dans un bon soir ou pas. Et hier soir, c'était clairement le cas que c'était pas un bon soir. Tristan, il y a une difficulté à être plein sur un match entier. Ce que Rémi pointe du doigt, effectivement, c'est cette OM aux 2 visages qu'on avait aussi l'an dernier. On le rappelle, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, contre Lens, par exemple, ils avaient très bien entamé le match. Finalement, c'est eux qui se sont fait renverser. Mais ce qu'on a vu face à Angers, on l'avait déjà vu, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais effectivement, on se souvient que la première mi-temps face au Havre, déjà au Vélodrome, elle est pas bonne du tout. C'est au Havre, et même pour en rajouter un à la liste de Rémi, il y a cette première mi-temps contre le Paris FC où l'OM est en difficulté. De Zerbi cite souvent ce match comme une référence un peu parce que le résultat est flatteur pour l'OM alors que le contenu ne lui a pas du tout plu. De Zerbi en parle aussi hier. Pour lui, il aimerait que son OM ressemble à celui qui a affronté le PSG. Bon, après peut-être qu'il y a un surplus de motivation face aux Parisiens, mais c'est vrai que ce match-là, même si la deuxième mi-temps était moins convaincante que la première, l'OM avait été dans l'engagement en tout cas constant de la première à la dernière minute. Et c'est peut-être ça aussi qui pêche parce que on s'est aussi retranché, par exemple, derrière les erreurs individuelles à Lisbonne, je parle récemment, et contre Lens, celle de Pavard, pour expliquer les revers. Mais l'OM aussi baisse sa tête, en fait, je trouve, dès qu'il y a un fait de jeu contraire. L'exclusion d'Emerson à Lisbonne, l'OM était tellement supérieur qu'en fait, même à 10, on pouvait dire, bon, ils vont peut-être un peu plus souffrir, mais ils vont toujours avoir cette maîtrise-là parce que collectivement, c'est huilé, mais non, ils s'éteignent. Et pareil, après le penalty concédé à Lens, où on passe de tout à rien, en fait, avec cette OM. C'est très étrange. On va écouter justement Roberto De Zerbi. Hier soir, il était en conférence de presse. Il a été interrogé notamment, on l'écoute, au micro de Florent Germain. C'est difficile à expliquer car nous étions sur 2 défaites, mais nous avons joué et créé. Il faut savoir quelle équipe on veut être, celle qui a eu de la personnalité pour battre le PSG ou celle qui souffle le chaud et le froid. Les changements, les blessés, c'est sûr qu'ils se sentent, mais la fatigue, on peut décider de ce qu'on en fait. Quand j'étais à Sassuolo, je jouais un match par semaine. Le lundi, j'avais le jour libre, j'allais au parc avec le chien. Là, tu es à Marseille et l'année dernière, tu as tout fait pour te qualifier en Ligue des Champions. Soit tu t'habitues à ce rythme, soit tu dois changer d'équipe. Rémi, quelle analyse tu portes sur ces propos de Roberto De Zerbi ? Oui, ok, d'accord. Certes, c'était différent avant. Il y avait qu'un match par semaine. Alors certes, ça demande beaucoup d'énergie physique et mentale parce qu'il faut de la fraîcheur mentale pour enchaîner les matchs évidemment. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'excuse de ce point de vue-là parce que par exemple, Egan Riley était titulaire. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas été. Il a fait hier contre Angers, pardon. Vermaelen était aussi présent. Angel Gomez était aussi titulaire. Il n'était pas par exemple contre Lens. Donc je trouve qu'il y avait pas mal justement de joueurs qui pouvaient être assez frais physiquement et je trouve que pour le coup l'excuse, en tout cas les arguments de Zerbi tiennent pas vraiment la route. Après ça peut arriver aussi de passer à côté d'un match tout simplement, et puis faut pas oublier que Angers ces derniers temps quand ils viennent au Vélodrome c'est un peu la bête noire de Marseille, puisque la saison dernière il y avait eu un carton rouge de chaque côté pour un match nul, finalement un but partout et un coup franc exceptionnel de El Melali à l'époque. Il y a eu 4 changements par rapport à l'équipe qui a été battue sur la pelouse de Lens, c'était donc
donc pour le compte de la 9e journée. Tristan, comment t'as senti, toi, Roberto De Zerbi? C'est vrai que l'an dernier, par exemple, lorsqu'il y avait eu la défaite contre Auxerre, on s'en souvient tous, ça avait été un séisme. Il avait dit, si c'est moi le problème, je peux partir, etc. Là, il s'en est pris à certains qui étaient soi-disant négatifs dans les propos concernant l'OM. C'était après Lens, alors que globalement, on a plutôt l'impression que les avis sont plutôt positifs concernant le début de saison de Marseille. Et Marseille est bien classé au classement. On rappelle que là, ils sont 3e à l'issue de cette 10e journée. Comment tu l'as senti, toi, hier, après le match nul face à Angers? Parce que là, clairement, c'est une contre-performance. Et comme tu l'as dit, on ne peut pas expliquer avec les erreurs d'arbitrage, avec les pénaltys, avec les expulsions ou quoi que ce soit. Là, on parle que de foot et d'équipe qui n'a pas été au rendez-vous en termes de contenu, en termes de qualité technique, etc. Alors, je sais pas si ça s'est vu à la retransmission de l'après-match, mais en tout cas, après l'égalisation angevine et aussi pendant le tour d'honneur que les Olympiens ont fait après le coup de sifflet final, à peu près 10 minutes du virage sud à 2P, il était là, rentré, encore fou à faire de grands gestes. On imagine qu'il débriefait cette action là sur laquelle Angers égalise. Tu citais sa déclaration un peu fracassante de l'année passée après Auxerre où il menaçait un peu de s'en aller. Et il y en a eu une, peut-être un peu moins puissante hier, mais qui est passée un peu inaperçue, où il cite que voilà, si lui ou ses joueurs ils sont pas dignes de cet OM qui affiche des ambitions, il faut partir. Bon, après c'est un élément de langage aussi peut-être pour bouger ses joueurs, mais je pense que j'ai senti très déçu par certaines individualités. Il a cité Vermeuren, il a cité Egan Riley, il a cité Angel Gomez, même Aubameyang, qui pour lui n'avait pas démarré à Lens, et il estimait qu'il aurait plus de jus sur cette rencontre. Certes, il fait une passe décisive, mais il tue un peu l'OM parce qu'il a une balle de 3-1 et un attaquant de sa classe doit la mettre au fond. Donc je pense que là, son quota de patience est un peu entamé, l'entraîneur italien. Ouais, je dirais pour aussi aller dans le sens de Tristan qu'il ne faut pas oublier évidemment l'incident avec Bilal Nadir qui je pense a pu faire sortir les Marseillais de leur match, puisque d'ailleurs Robinho Vaz en a parlé quand il rentre et qu'il tombe par terre, forcément ça met un coup avec 10 minutes de temps additionnel en plus. Évidemment c'est là où Marseille prend le but égalisateur. Il y a un contexte aussi de ce point de vue là, je pense, qui est très difficile à analyser, dans le sens où je me demande bien comment les joueurs ont pu continuer à jouer en voyant un de leurs joueurs tomber comme ça. C'est toujours des images qui font froid dans le dos. Donc voilà, il y a aussi peut-être cet aspect-là qu'il faut prendre en compte au niveau des joueurs marseillais pour ce résultat. L'OM a communiqué d'ailleurs concernant la santé de Bilal Nadir. A priori, ça va. Il n'avait pas perdu connaissance. Il est allé passer des examens à l'hôpital. C'est en tout cas ce que Marseille a déclaré. Est-ce que, Tristan, il a été beaucoup question de la part des joueurs, là je parle, d'effectivement ce qui est arrivé à Nadir, c'est-à-dire, on rappelle, il s'est écroulé sur la pelouse alors qu'il était sur le terrain, et donc évidemment il y a eu le changement très vite. Est-ce que les joueurs en ont beaucoup parlé, ou c'est plutôt effectivement De Zerbi qui en a parlé, parce qu'évidemment c'était l'une des interrogations majeures en après-match? Alors, De Zerbi en a un peu parlé. On a eu également Matt O'Reilly en zone mixte, parce que maintenant dans la tradition olympienne, il n'y a plus qu'un seul joueur qui passe en zone mixte, pour débriefer les rencontres. Et avec sa langue de bois, il en a un peu parlé aussi. C'est vrai que ça a pu perturber les Olympiens, mais c'est vrai que ça interroge en voyant la façon dont les Angevins ont dribblé tous les Olympiens sur cette action, avec des joueurs un peu absents, notamment UBR qui est là, qui traîne, d'autres qui laissent un peu tout passer. Donc ouais, peut-être que les Olympiens, c'est vrai qu'ils ont probablement été un peu déconcentrés, déboussolés par ce fait de jeu. On rappelle, Sheriff avait ouvert le score à la 25e minute, l'Angevin, lui qui est sur une belle série. Vaz, par 2 fois, avait permis aux Marseillais de mener. Et puis donc Camara, la 96e minute, qui refroidit, qui glace le Vélodrome et qui permet à Angers de faire match nul. On débriefe donc cette contre-performance de Marseille. Marseille qui a raté le coche. Marseille qui est 3e de Ligue 1 à l'issue de la 10e journée. On débriefe ce match avec Rémi Dumont et avec Tristan Rappeau. Vous êtes dans l'After Marseille avec Rémi Dumont et Tristan Rappeau. On débriefe ce match nul entre Marseille et Angers. 2 buts partout. C'est la première fois donc que Marseille fait match nul en Ligue 1 cette saison. Et toute compétition confondue d'ailleurs. Le bilan de Marseille, 3e à l'issue de la 10e journée. 6 victoires, 3 défaites. Et donc ce match nul, on va rentrer dans les détails avec vous, messieurs, parce qu'il a fallu trouver des tops. Et c'était pas forcément facile sur ce match, si ce n'est le petit Vaz, bien évidemment. Et on va parler également des flops. On va commencer, je pense, peut-être par les flops. Et Tristan, on l'a dit, premier
première fois dans l'histoire de De Zerbi à l'OM, c'est de faire 3 changements à la mi-temps. Et tu en as parlé, de ces joueurs qui ont été mis en avant par De Zerbi à l'issue de la rencontre. Il était déçu de certaines prestations et j'ai lu La Provence. J'ai vu que Murillo était donc méconnaissable et qu'il avait eu 1. Angel Gomez, toujours aussi discret, vous lui avez mis 2. Et dans les déceptions, il y a également Vermaelen qui a été sorti à la pause. C'est des joueurs qui sont vraiment passés à côté, Tristan. Ah ouais, clairement. De toute façon, on peut expliquer aussi la première mi-temps, je veux dire lamentable de l'OM par les prestations individuelles. Je serais un peu plus sévère avec Amir Murillo que les autres parce que lui, ça fait quand même 3 saisons qu'il est là. Même s'il n'est pas titulaire indiscutable cette année, il est rompu aux consignes de Zerbi. Et on a vu la pire version de lui-même hier. Honnêtement, il n'y a rien à sauver de son match. Peut-être un passement de jambe réussi et un bon centre vers le quart d'heure de jeu. Mais pour le reste, c'est des ballons dont il s'est débarrassé en dégageant devant. C'est laxisme défensif. Contre Strasbourg, quand il était titulaire, il avait fait une première mi-temps aussi très inquiétante. Et il s'était bien repris et avait notamment donné la victoire aux Olympiens. Et là, hier, il n'a même pas eu le temps de se racheter, quoi. La mi-temps, il est sorti. Et après, oui, donc on peut citer Angel Gomez, dont la greffe ne prend pas pour l'instant, trop discret, pas assez impactant dans le jeu. Vermaelen en difficulté au milieu de terrain qui a été mangé par Angers. Et Egan Riley d'ailleurs qui a été très inquiétant. C'est également des joueurs qu'on retrouve dans tes flops, Rémi, Egan Riley, Murillo. Puis on va parler aussi d'Aguerd, parce que finalement Aguerd, c'est normalement la valeur sûre de la défense. Et c'est vrai que hier, c'est peut-être son moins bon match depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. On va commencer avec Egan Riley et Murillo, effectivement. Hier, c'est pas suffisant. Non. Alors pour Egan Riley, j'étais déçu parce qu'en fait, quand on voit la saison qu'il a effectuée en Championship avec Burnley, qui faisait partie des meilleures défenses du championnat en Angleterre, et qu'on le voit débarquer surtout gratuitement, on se dit que c'est un super coup qu'une fois de plus on a réalisé le Bordeaux Olympien. Je m'aperçois qu'il n'a pas beaucoup il a pas beaucoup joué finalement. C'est l'une des recrues qui a le moins joué cette saison. Et puis je me dis aussi que la charnière Aguerd et Egan Riley a donné en fait ce résultat parce que d'une, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. De deux, je pense que Aguerd aussi enchaîne les matchs et que s'il n'a pas un Balerdi ou un Pavard à côté, évidemment c'est pas le même rapport, la même complicité qu'avec Egan Riley qui est un joueur étranger par rapport à la France et qui découvre le contexte marseillais. Après, pour en revenir à Murillo, effectivement, il a été décevant. J'aimerais juste, entre guillemets, prendre sa parole, prendre sa défense en expliquant peut-être aussi le fait qu'il a eu une sorte de rôle hybride un petit peu contre Lens. Il enchaîne les matchs avec Marseille. C'est le titulaire au poste d'arrière droit. Alors après, il peut y avoir effectivement Lirola, voire Benjamin Pavard ou Timothée Weah. Mais j'ai l'impression que c'est le seul vrai latéral droit à l'OM cette saison et qui explique aussi peut-être que pourquoi De Zerbi l'utilise autant. Et évidemment, il peut avoir aussi un passage à vide de temps en temps. Et là, c'était le cas évidemment contre Angers. Tristan, on rappelle également qu'après 2 matchs en 3-4-3, finalement, Roberto De Zerbi était revenu à un système à 4 derrière. La ligne de 4, c'était donc Murillo qui était arrière droit, Egan Riley, Aguerd en défense centrale et Emerson à gauche. C'est vrai aussi qu'Aguerd, pour le coup, il a un standard qui est élevé. Hier, il a été en difficulté et on avait rarement vu, en fait, tout simplement, Aguerd en difficulté comme ça, notamment dans la gestion de la profondeur. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on l'a suffisamment et à juste titre loué depuis qu'ils sont arrivés à Marseille pour aussi souligner que hier, c'est un peu lui qui plombe l'OM sur l'ouverture du score d'Angers. Il se fait prendre, comme tu dis, sur un ballon de profondeur où il juge mal la trajectoire, il loupe sa tête et après sur 20-30 mètres, il court derrière Sheriff sans jamais réussir à le gêner. Rouli n'est pas très bien placé aussi sur cette action, donc il ne l'aide pas beaucoup. Mais ouais, le Marocain qui... J'ai l'impression ça fait quand même quelques saisons qu'il n'a pas eu l'opportunité de jouer de très nombreux matchs sur le long terme, d'enchaîner comme ça. Peut-être que lui aussi a besoin aussi d'un peu souffler. Et en l'absence de Medina, qui est encore blessé un bon mois et demi, en l'absence de Balerdi, là au moins encore une semaine, il est obligé d'enchaîner et peut-être que ça se répercute sur ses prestations. Ouais. Il y a un homme également qui est un taulier normalement de l'OM, c'est le capitaine Højbjerg qui lui aussi fait une prestation qui n'est pas en fait en capacité à emmener ses joueurs s'ils sont eux-mêmes un petit peu tête baissée ou en difficulté. Normalement un Højbjerg ou un Aguerd, c'est eux qui doivent réveiller leurs partenaires, c'est eux qui doivent justement les sortir de l'ornière. C'est pas pour rien qu'ils ont porté le brassard cette saison, les deux d'ailleurs, mais pour Højbjerg, je tiens à souligner quand même le gros match qu'il avait fait au Sporting, mine de rien. Après, là c'est Angers, Rémi. Ouais,
non, mais justement, c'est pour ça. C'est pour ça, justement, là, contre Angers, on s'attend à une prestation, on va dire, moyenne excellente de Pierre-Emile Højbjerg. Après, encore une fois, hein, l'enchaînement des matchs, le fait qu'il commence à prendre de l'âge, et puis aussi, je pense, son rapport avec les joueurs, parce que c'est vrai qu'une équipe un peu type qui s'installe. Hier soir, il y avait pas mal de changements dans le 11 de départ, donc ce sont peut-être des comment on dit des automatismes. Des automatismes, merci, à trouver et à trouver rapidement quand c'est comme ça. Mais voilà, c'est aussi ça l'OM, c'est le haut niveau, c'est Marseille, donc on en attend forcément plus. Tristan Højbjerg, cette saison, c'est quand même très irrégulier, alors que c'est un cadre de l'OM, c'est un joueur qui doit avoir un niveau médian bon. Là, vous lui avez mis 3,5 hier, donc c'est clairement une mauvaise note. Il n'est pas à la hauteur des attentes que l'on doit avoir quand on est Pierre-Emile Højbjerg. Ah bah, c'est clair. On a été assez bluffé et époustouflé par ses 6 premiers mois à l'OM l'année passée quand il est arrivé. J'avais l'impression quand même qu'il levait un peu le pied, enfin qu'il était moins souverain en fin de saison passée, et il a redémarré la saison sur cette note-là, avec notamment l'affaire Rabiot qui lui a fait du mal, parce que c'était dans le vestiaire son meilleur ami et quelqu'un avec qui il était proche et dans lequel il se retrouvait. Et c'est vrai que cet épisode lui a fait beaucoup de mal, mais on l'a senti revenir, notamment à partir du match contre Paris où on a retrouvé le Højbjerg qu'on connaissait, impactant, leader, qui impulse. Mais là, c'est vrai qu'hier, il y a eu du bon, du moins bon. Dans les tribunes du Vélodrome, parfois, pour plaisanter, quand il n'est pas bon, on le compare un peu au Strootman de l'OM. Mais, non, là c'est abusé, Tristan. Là, c'est abusé quand même. C'est dans les mauvaises phases. Mais après, oui, hier, en tout cas, il est sur le deuxième but, quoi. Il est entre la surface, il laisse Langevin passer, il est plus aussi souverain qu'avant. Enfin, c'est plus irrégulier, c'est clair. Bon, il y a quand même une énorme marge, parce que d'ailleurs Strootman a coûté un demi-bras à l'OM, alors que bon, pour le coup, Højbjerg c'est beaucoup moins cher. Voilà, c'est pas les mêmes montants tout de même. On va finir avec un top, il y en a qu'un, mais c'est quand même l'éclair, le soleil de cette soirée, c'est Robinho Vaz, 4 buts et 2 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1, et c'est aussi la belle histoire, parce qu'il avait été titulaire face à Lens, il avait été en difficulté, très peu de ballons à bonifier, à se mettre sous la dent, et là hier il rentre donc à la pause et il marque un doublé qui pour tout le monde était synonyme de victoire. Finalement ça n'a pas été le cas, mais lui il a fait absolument tout ce qu'il fallait. Ah bah oui, puisqu'il entre très clairement en homme du match, hein, puisque d'ailleurs il a été élu homme du match à la fin de la rencontre, mais c'est surtout que voilà, il rentre comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire sans calculer, avec plein d'envie, avec l'envie de tout défoncer. C'est ce qu'il a fait, puisque voilà, il a marqué 2 buts. En préparant ce podcast, je regardais, il est décisif toutes les 38 minutes cette saison, puisqu'il a joué donc 10 matchs, mais il a surtout disputé 225 minutes, donc c'est pas des matchs dans leur totalité. Toute compétition confondue. Donc il est décisif toutes les 38 minutes. Personne ne fait mieux en Europe chez les moins de 18 ans, donc son âge. C'est là où on s'aperçoit que voilà, Robinho Vaz est une pépite. Lui qui a été qui est natif de Mantes-la-Jolie, donc qui est de région parisienne et qui éclate tout en ce moment à Marseille. Et puis il a entre guillemets battu des records, hein, puisque c'est le plus jeune double buteur olympien à l'OM depuis l'année 1940, la saison 47-48. Il est âgé de 18 ans et 254 jours. Le deuxième derrière lui, c'était Max Lopez qui joue en même temps, mais là, du côté du Paris FC, il avait marqué pour l'OM à 19 ans et 147 jours. Et le troisième, c'est Frédéric Mercurio à 19 ans et 312 jours. Perso, je le connais pas, mais ça montre à quel point Vaz est peut-être... alors, c'est difficile de l'appeler comme ça, de dire le nouveau crack de l'OM, parce qu'il faut pas trop lui mettre la pression, mais en tout cas, ses statistiques parlent pour lui. De toute façon, ce qu'il faut vraiment retenir aussi, Tristan, c'est son entrée en jeu, cette capacité à finalement avoir tout de suite évacué la déception de Lens, parce que à Lens, effectivement, il avait cette opportunité d'être titulaire, deuxième titularisation en Ligue 1 pour lui, et il avait été en grande difficulté. Là, on a senti dès son entrée, c'était totalement évacué, oublié. Ah ouais, c'est clair. Après, ça reste quand même un bébé joueur, quoi, qui découvre le très haut niveau, mais il a quand même des gestes qui trompent pas, quoi. Je trouve qu'il a un sang-froid dans le dernier geste et dans la surface, il panique pas. Parce que le premier but, il est pas évident. Il y a Kofi qui vient vite sur lui et il met le bon pas du pied pour le mettre au-dessus. Et le deuxième, n'en parlons pas, entre le contrôle, même s'il est un peu long, mais en fait, il élimine le fort. Après, fan de frappe. Et non, c'est quand il y a un peu d'espace devant lui, parce que bon, à Lens, avec Baïdou et Malang Sarr sur le dos, c'était un peu compliqué. Il faut qu'il s'épaississe, il faut qu'il s'aguerrisse, c'est normal. Mais quand il y a de l'espace, ouais, c'est un poison pour les défenses adverses en Ligue 1. Ouais.
Ouais, juste sur le premier but, c'est vrai que la technicité qu'il a pour justement remettre ce ballon dans le but, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a plusieurs rebonds sur la passe. Et puis sur le deuxième but, la lucidité, parce qu'il fait un crochet, certes il se désaxe un peu du but, mais pour la remettre dans le but, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il fait. Et c'est le deuxième meilleur buteur de l'OM en Ligue 1 derrière Greenwood avec 4 buts. Donc franchement, chapeau à ce jeune gamin de 18 ans. Merci beaucoup Tristan Rappeau d'avoir été avec nous pour débriefer donc ce nul entre Marseille et Angers. On te lit évidemment chaque jour dans le journal La Provence. Merci beaucoup Rémi d'avoir été à nos côtés. On rappelle que samedi prochain match, ça sera Auxerre OM pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Et vous le savez, si vous aimez nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous écoutez l'After Marseille avec Rémi Dumont et Tristan Rappeau et vous pouvez évidemment nous noter et on se retrouve la semaine prochaine. RMC After Marseille.